Bonsoir amis du Collège des Bernardins, bonsoir amis téléspectateurs. Vous savez que nous fêtons le bicentenaire de Joseph Haydn, qui aurait eu 277 ans cette année s'il n'était pas mort en 1809. Peut-être que cet anniversaire contribuera à redonner sa juste place à ce très grand compositeur de l'histoire de la musique. C'est en tout cas le souhait de notre association. Notre association, c'est la Presse musicale internationale, le président étant Didier Van Moer. Et nous avons la chance, il y a une cinquantaine de membres dans cette association, et nous avons la chance d'avoir de nombreux musicologues, bien sûr, mais deux grands amoureux de Haydn, et entre autres Marc Vignal. Marc Vignal, qui a consacré tout simplement 1500 pages sur le sujet, pour Fayard, et puis encore après un livre pour parler de la relation entre Haydn et Mozart, qui est l'exact contemporain de Haydn. Et puis, nous avons, j'allais oublier qu'il vient de sortir récemment un livre sur le frère de Joseph Haydn, Michel Haydn. Et puis Marcel Marnat, qui un jour m'a confié que vraiment pour lui, Haydn était depuis qu'il avait 14 ans peut-être l'homme qui le fascinait le plus. En tout cas, Marcel Marnat est également un grand musicologue. Alors lui, il a signé des livres de référence pour Fayard, aussi bien pour Puccini, pour Ravel, pour Vivaldi, et j'en oublie. Et puis, évidemment, ce livre qui est sur Haydn, qui s'intitule Joseph Haydn, la mesure de son siècle. Alors, en ce printemps 2009, pour fêter cet anniversaire, je rêvais de faire un colloque. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Vincent Ocante, et je lui ai demandé s'il accepterait de nous accueillir au Collège des Bernardins. Il a bien voulu le faire, je l'en remercie. Et il a eu la très bonne idée de nous dire d'inscrire notre sujet, qui était vaste, dans un thème qui existe déjà depuis quelques semaines dans le cadre des mardis culturels des Bernardins, c'est-à-dire serviteur et créateur. Alors, pour Joseph Haydn, qui a consacré 29 ans de sa vie au service de la même famille, la famille Esterhazy, ce thème se justifie tout à fait. En guise de sommaire, voici quelques grandes lignes des grandes lignes que nous aborderons dans ce cadre. Premièrement, pour mieux comprendre le choix de vie de Joseph Haydn, qui accepte et choisit de rester dans un même lieu, dans une même famille, alors qu'il devient le compositeur le plus célèbre de son époque, nous évoquerons l'histoire des premières années du compositeur. Puis Marc Vignal et Marcel Marnat défieront cette notion de serviteur au château d'Esterházy, les Esterhazy habitaient au château d'Esterházy. Et puis, on parlera aussi de la condition, toujours Marc et Marcel parleront évidemment de la condition de vie de Mozart et de Haydn. Ils établiront cette comparaison, lequel aura été le mieux traité par les hommes. Ils nous donneront les raisons qui font que Haydn jouissait en 1785 d'une beaucoup plus grande réputation internationale, bien qu'ayant toujours vécu en sédentaire, alors que Mozart, malgré ses voyages, n'était encore qu'une gloire autrichienne. Mais j'aimerais aussi vous présenter notre ami Didier Van Moer, notre président, vous dire qu'il est agrégé de lettres classiques, il est docteur en musicologie, c'est un auteur d'un excellent livre qui vient justement de sortir, qui est consacré au compositeur Szymanowski. C'est aussi un livre publié chez Fayard. Alors j'aimerais bien que Didier Van Moer vous parle de ces livres que nos amis ont écrits au fil de ces dernières années. Mais avant, ma chère Edith, je voudrais vous présenter à mon tour. Donc, Edith Walter a fondé la revue Harmonie. Elle en a été la rédactrice en chef pendant 22 ans et c'est une revue qui a fait date car elle avait réuni les plus grandes compétences, on peut dire, du moment et il y avait parmi ses plumes nos deux amis. Pendant 4 ans, elle a également collaboré avec la radio La Suisse romande pour Espace 2 et elle assurait 3 directs hebdomadaires sur l'actualité musicale en France.
Et depuis la création de Radio Notre-Dame, elle assure sur les ondes de Radio Notre-Dame des émissions musicales qui portent aussi bien sur les concerts, sur les opéras, que sur les livres, sur la musique. Alors venons-en maintenant à nos invités, et en particulier aux livres qu'ils ont écrits. Il y a d'abord le Haydn de Marc Vignal, paru chez Fayard, comme d'ailleurs les deux autres livres dont nous allons parler. C'est une véritable somme. C'est une véritable somme qui résume, on pourrait dire, peut-être plus d'un siècle de recherche musicologique, puisque, Marc, vous faites état aussi bien de témoignages de l'époque de Haydn que des dernières recherches sur ce compositeur. Il y a d'abord la biographie, et vous nous permettez de suivre quasiment au jour le jour Haydn, on le suit finalement un peu à la trace, et ensuite il y a l'analyse des œuvres, une analyse, je dois dire, qui est aussi profonde qu'accessible pour le mélomane. Vous êtes également l'auteur d'un Haydn et Mozart. Haydn et Mozart, ce sont deux noms qui sont toujours associés. Les 35 ans de la vie de Mozart s'inscrivent dans les 77 ans de la vie de Haydn. Ce sont des vies qui sont parallèles, mais ce sont des vies qui se croisent. Ce sont également deux grands génies qui s'estiment, qui s'admirent, peut-être qui s'influencent. Voilà tout ce que vous nous dites dans ce Haydn et Mozart. Marcel Marnat, lui, se situe dans une perspective proche et différente en même temps, puisqu'il place Haydn dans le contexte de son siècle, qui est le siècle des Lumières, jusqu'à la Révolution française et jusqu'à la naissance du romantisme, pour nous montrer que Haydn incarne parfaitement l'esprit de son époque, dans tout ce qu'elle peut avoir d'audacieux, de surprenant, d'irrévérencieux, de léger, mais aussi de profond. Et ainsi, en parcourant la vie de Haydn, Marcel Marnat nous montre qu'on parcourt au fond une partie de l'histoire de l'Europe, car Haydn fut peut-être le plus européen des compositeurs. Marcel Marnat, j'aimerais que vous nous contiez en quelques minutes l'histoire incroyable de ce génie qui naît dans un petit village, dans une maison, on a parlé de chaumière, qui a un père charron, une mère cuisinière, et il va devenir un des plus grands compositeurs, le plus grand, direz-vous, compositeur de son temps. Marcel Marnat, c'est dès l'âge de 5 ans que Joseph Haydn quitte sa famille. Oui, son père grattait quelques instruments sans connaître la musique. Lui-même chantait, comme souvent les enfants. Et il semble qu'il ait une assez jolie voix, bien qu'un peu faible, disent les chroniqueurs. Et un rabatteur qui venait de Vienne pour le compte de la cathédrale Saint-Étienne, c'est-à-dire la plus grande église de Vienne, cherchait des jeunes chanteurs pour faire des enfants de chœur et pour nourrir les chœurs de sa paroisse. Et il remarque le petit Haydn, qui était déjà d'ailleurs à l'école chez un nobliau local qui l'avait déjà fait travailler. Donc, très jeune, en 1740, semble-t-il, il a donc 8 ans, Haydn est emmené à Vienne, loin de sa famille, et commence à vivre, je dirais presque, à titre individuel. J'insiste sur ce point parce que Haydn est quelque part un autodidacte. Il n'a pas eu de professeur, il n'a pas suivi d'école. Et il a appris avec le chef de la maîtrise de Saint-Étienne, bien entendu, les rudiments, et il a pratiqué immédiatement. Mais lui-même, dit-il, lorsque mes petits camarades allaient s'amuser à jouer aux billes, moi je montais au grenier et je m'exerçais à composer, à assembler des sons sur un petit clavier miniature qu'il avait trouvé probablement dans ce grenier. Et donc, dès le départ, Haydn manifeste une curiosité et une espèce de soif de créer, d'avoir sa musique à lui. Il reste à Vienne, dans la maîtrise de la cathédrale de Vienne, il reste jusque, semble-t-il, en 1749. Et là, bien sûr, ce qui arrive à tout adolescent, il perd sa voix, il est frappé par la mue, et ce jeune soprano garçon est tout simplement chassé. Et là s'ouvre devant lui 8 ans de difficultés, il faut bien le dire, parce qu'il faut qu'il vive par lui-même,
toujours la nécessité de créer son milieu, son ordre de vie. Et il va probablement, on imagine qu'il est allé jouer du violon, c'est l'instrument le plus facile à transporter. On ne jouait pas de la guitare à cette époque-là. Et est allé jouer du violon dans les cafés, chez les nobles qui le remarquaient, qui disaient « jeune homme, venez donc jouer chez moi », etc. Et il passe 8 ans, nous dirions, de cette galère. On ne sait pas trop ni comment il a mangé, ni quoi que ce soit. Alors, il a été accueilli par une troupe de théâtre. Il a même fait, semble-t-il, un opéra qui est malheureusement perdu à cette époque-là. Et puis, en 1757, il est remarqué par un premier grand noble, qui est le baron Fürnberg, qui s'aperçoit que ce jeune homme fait une musique plus mordante, plus intéressante que la plupart des autres. Il l'invite à travailler pour lui, et il va passer, semble-t-il, 2 ans chez les Fürnberg. Et les Fürnberg, curieusement, lui demandent tout de suite de faire des quatuors, parce que visiblement, il est très à l'aise dans l'écriture pour les cordes. Et puis, les temps sont durs, c'est pas spécial à notre époque. Fürnberg, au bout de 1 an et demi, 2 ans, est obligé de licencier son personnel musical. Et il semble qu'il ait recommandé, notamment, ce jeune homme qui était chez lui, qui avait quasiment une fonction de Kapellmeister. Il le recommande au comte Mortzin. Nous sommes fin 1758, début 1759. Vous pensez bien qu'à cette époque, il n'y a pas encore beaucoup de documents. Alors Mortzin, qu'est-ce que c'est? Mortzin, c'est une famille déjà plus importante que celle des Fürnberg. Et surtout, c'est une chose à laquelle moi je tiens beaucoup. C'est au grand-père, je crois, de ce Mortzin-là, que Vivaldi avait dédié le recueil qui commence par les 4 saisons. Donc je me persuade que chez Mortzin, Haydn, tellement curieux du son des instruments, etc., découvre ce prodigieux orchestrateur avant la lettre qu'avait été Vivaldi. Et puis, les temps sont durs toujours. Mortzin, à son tour, congédie son personnel, mais était venu le voir, semble-t-il, à Vienne, le comte Pál Esterházy, et voilà le grand nom de la vie de Haydn, le comte Esterházy, qui remarque lui aussi les œuvres que Haydn a déjà produites pour Mortzin, et Mortzin semble dire à Esterházy, c'est vraiment le meilleur. En 1761, Pál Anton Esterházy demande à Haydn de venir chez lui, et le 1er mai, c'est facile à retenir, il lui fait signer un premier contrat de Vice-Kapellmeister, c'est-à-dire maître de la musique, chef de la musique, dans son château d'Eisenstadt. Et Haydn ne peut pas le savoir, mais il va en avoir pour 30 ans. Alors c'est là que nous abordons au fond notre sujet. Quels ont été les rapports de Haydn, compositeur, inventif déjà? Il a quoi? Il a 27 ans. Et avec ce maître qui appartient à l'une des plus anciennes familles et une des plus riches et une des plus puissantes de toute l'Europe. Donc, il devient un serviteur, comme vous le dites, des Esterházy, et il s'en va, Marc Vignal, est-ce qu'il s'en va à Esterházy? Non, pas encore. Ou est-ce qu'il s'en va à Eisenstadt? Il s'en va à Eisenstadt, il ne faut pas confondre les deux. Alors, où se trouve Eisenstadt, où se trouve Esterházy? Eisenstadt se trouve à 50 km, disons, de Vienne, au sud-est. Et Esterházy, où il ira plus tard, encore 50 km plus loin. Et actuellement, la frontière austro-hongroise est entre Eisenstadt et Esterházy. Donc il commence à Eisenstadt. Et ensuite, il va à Esterházy, parce qu'Esterházy n'est pas encore construit, peut-être. Alors il signe un contrat, donc le 1er mai 61, et il a 29 ans, et c'est un contrat qu'on cite toujours comme typique des conditions
de musiciens lors de l'Ancien Régime. Alors, c'est un contrat qui, apparemment, est très contraignant. Oui, alors... Je vois, par exemple, article 4, « Chaque fois que son Altesse l'ordonnera, le dit maître de chapelle devra composer toute musique que pourra commander son Altesse. Il ne devra communiquer ses nouvelles œuvres à personne d'autre, encore moins les laisser copier. Et ensuite, je lis article 5, qu'il doit paraître quotidiennement dans l'antichambre, le matin, l'après-midi, et demandera si son Altesse a ordonné ou non une audition musicale, etc. » Oui, c'est très contraignant. C'est très contraignant, mais c'était typique à l'époque. Et finalement, Haydn a signé ce contrat. Il était très content de pouvoir le faire. Il ne savait pas très bien ce que ça signifiait pour lui dans l'avenir. Il ne pensait pas qu'il serait chez les Esterházy non pas à 28 ans, mais jusqu'à sa mort officiellement. Donc, c'est un contrat, effectivement, qui, théoriquement, faisait des œuvres de Haydn l'exclusivité du prince. Bon, qui compose ce que le prince demandait, c'était normal. Ce qu'on peut dire, c'est que pour diverses raisons, la notion d'exclusivité n'est jamais entrée dans les faits. Alors, on y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, ce qui fait que Haydn sera édité tout à fait indépendamment. La musique de Haydn a été diffusée à droite et à gauche et dans toute l'Europe très rapidement. Alors, on peut demander pourquoi. Et pourquoi le prince n'a rien dit? Mais cela dit, quel est exactement son statut? Est-ce qu'il a un statut de serviteur? Est-ce que c'est un domestique? Ou bien est-ce qu'il est quand même dans le haut de la hiérarchie du personnel? Il est dans le haut. Les Esterházy étaient une famille absolument énorme. C'était une des familles les plus riches. C'était une famille hongroise, mais dont la cour avait été germanisée une cinquantaine d'années auparavant. Donc, à la cour des Esterházy, bien que située en Hongrie, on parlait allemand. Et c'est un prince qui avait des domaines en Autriche, en Hongrie, dans la Pologne actuelle, etc. Les gens au service des Esterházy se comptaient par plusieurs centaines, sinon milliers. Et ils étaient divisés en 3 catégories. Il y avait en haut, il y avait les officiers. Il y avait en dessous les personnels qui étaient payés au mois. Et puis, en bas, il y avait le tout venant. Alors, où est Haydn? Là-haut. Là-haut. Je veux dire, il faisait partie des officiers. Et, par exemple, de tous les personnages au service d'Esterházy, donc, je le répète, il y en avait plusieurs centaines. Au début des années 1770, donc 10 ans après son entrée en fonction, par son salaire, Haydn est le 3e de tous ces gens-là. Donc il est bien payé. Il y avait 2 personnes qui touchaient plus. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui le chef du personnel, qui était un ancien militaire, comme par hasard, et puis le médecin personnel du prince. Mais ensuite, c'est Haydn qui touchait le salaire le plus élevé. Donc, quand on dit que c'était un marmiton et traité comme la taille, c'est faux. Il était au service du prince, c'est évident, mais à un niveau dans le haut de la hiérarchie. Et alors, comment se passe la musique chez le prince Esterházy? Alors, est-ce qu'il y a de la musique de chambre? Est-ce qu'il y a des musiques religieuses? Ce qu'il faut dire, c'est que le prince qui a engagé Haydn, Paul Anton, qu'il a engagé en 61, est mort l'année suivante, en 62, et c'est son frère qui lui a succédé, Nicolas, et c'est avec ce Nicolas que Haydn restera pendant 28 ans. Et c'est ce Nicolas qui est passé à la postérité sous le nom de Nicolas le Magnifique. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait un train de vie assez extraordinaire, ami du luxe, et c'est lui qui a fait construire en pleine pierre hongroise le château d'Esterházy, qui existe toujours. Il suffit d'aller là-bas, on peut le voir. Il y a des concerts actuellement là-dedans. Et c'est un espèce de Versailles en plein milieu de la plaine hongroise. Et c'est là que Haydn a travaillé, en gros, à partir de 66-68 et jusqu'en 1790. Moi, j'aimerais demander à Marcel Marnat s'il estime que la qualité de vie de Joseph Haydn était grande, quand on sait qu'il était responsable de tous les musiciens de son orchestre, soucieux de la qualité de leur instrument, qui devait divertir son prince. Si on donne quelques exemples,
de février à novembre d'une certaine année, il y a 93 représentations de 8 ouvrages différents. Il y a pas mal de chiffres, mais c'est édifiant. Pendant 11 saisons consécutives, il y a 1026 représentations de 73 opéras dus à 25 compositeurs différents. L'année 1786 fut particulièrement chargée. 125 représentations de 17 opéras, parmi lesquels 5 opéras de Haydn, pour 142 représentations. Et dans cette même année, il compose les 7 paroles du Christ, les 3 symphonies, des concertos, des chefs-d'œuvre sur chefs-d'œuvre. D'abord, comment peut-il avoir encore le désir, la capacité, le goût de composer? Comment Haydn a-t-il pu créer ses œuvres majeures tout en assurant une telle activité musicale? Certes, c'est des chiffres qui donnent le vertige. Alors, il y a une quantité de réponses à la question simple que vous avez l'air de poser. La première, c'est qu'au XVIIIe, on travaillait beaucoup plus que nous. Vous voyez la correspondance de Voltaire, c'est vertigineux, on se demande comment il a pu écrire tout ça. Bon, c'est la même chose pour Haydn. Bon, deuxièmement, et ça c'est plus important, plus profond, Haydn, je l'ai dit tout à l'heure, est quelqu'un qui se crée lui-même totalement. Un autodidacte, mais dans la manière la plus intense qui soit, vécue quotidiennement, sans arrêt, sans rémission. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur du travail et dont aucune minute n'est perdue. Même s'il n'écrit pas, il pense à ce qu'il va écrire. La troisième chose, c'est que cette production, cette activité débordante, à l'époque, elle n'était pas tellement rare. Tout le monde travaillait, je l'ai dit, beaucoup plus que nous. Et tout le monde avait une activité fébrile. Pour les gens, c'est simple, c'est qu'ils étaient musiciens. Pour prendre le cas de Haydn, ils étaient musiciens, mais ils ne faisaient rien d'autre. Ils n'avaient pas à s'occuper à gagner leur vie. Ils étaient là pour faire de la musique. Par conséquent, ils pouvaient aller beaucoup plus loin que quelqu'un dont c'est une activité, fût-elle principale, mais parasitée, comme elle pourrait l'être au XXe siècle, par tout un tas de considérations, ne serait-ce que la vie politique et choses comme ça. Il y a aussi un autre, alors plus important, excusez-moi Edith, plus important encore, c'est que le principe même de la création haydnienne, je dirais presque suppose, alors là je parle plus spécialement de sa création, pas de son activité de chef d'orchestre, suppose cette abondance, parce que par nature, et toute sa musique reflète cette esthétique, il part d'un noyau très simple et il le développe dans tous les sens avec une espèce d'efflorescence, une espèce de parasitage comme ça qui devient gigantesque. On aura un très bel exemple tout à l'heure si nous passons au final de la symphonie dite l'Ours. Donc, toutes les fois que Haydn a une idée musicale, il sait très bien qu'elle va donner naissance à une quantité de choses différentes, pas forcément dans la même œuvre d'ailleurs. Et donc, il y a une espèce d'abondance dans sa création. Cette abondance dans sa création, il faut qu'elle soit nourrie par une énorme information. Or, au château d'Estoras ou à Esterháza, ça dépend comment on s'installe, l'endroit avait une telle réputation musicale par la qualité de son orchestre, par son activité, et aussi bientôt par le prestige de Haydn lui-même, que tous les éditeurs se sont mis à envoyer à Esterháza une espèce de service de presse de ce qu'il proposait, ce qui fait que Haydn avait, par nature et aussi par fonction, puisqu'il s'occupait de la bibliothèque musicale, à brasser tout ce qui parvenait et tout ce qu'il y avait déjà dans la bibliothèque des Esterházy, et donc c'était comme naturel de le restituer par des exécutions pratiquement quotidiennes, en tout cas plusieurs fois par semaine. Donc cette activité qui nous paraît démentielle était finalement tellement bien structurée, tellement, je dirais, naturelle, qu'il ne faut pas trop s'en étonner. Cela dit, bon, bien sûr, on aboutit à cette notion de génie, c'est qu'il fallait quand même un cerveau spécialement bien organisé, spécialement solide et spécialement décidé pour arriver à mener tout ça à bien. Et peut-être tout le miracle est-il là. Alors, Marc Vignal, Haydn, en quelque sorte, on dirait, est assigné à résidence. Oui. Alors, il ne peut pas partir, parce qu'en 1782, il voudrait partir à Londres, et le prince lui dit, pas question, vous restez là. C'est ce qu'on dit, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Donc, jusqu'en 1790, Haydn a pratiquement fait la navette sans arrêt entre Vienne, où il allait de temps en temps, mais moins souvent qu'il ne le voulait,
et puis les châteaux de Esterházy et d'Eisenstadt. Alors, vous vous demandez comment est-ce qu'il est devenu célèbre? C'est ça qu'on veut savoir finalement. Ben, si sa musique s'est répandue, c'est que Haydn faisait partie d'une école quand même. Au début, c'était l'un parmi d'autres, d'une école viennoise qui écrivait la musique nouvelle de l'époque, en particulier dans le domaine de la symphonie et du quatuor à cordes. Et les éditeurs, qui souvent étaient très loin, c'était des éditeurs au début parisiens ou londoniens, qui étaient à l'affût de cette musique, ont tout fait pour se la procurer. Pas tellement au début auprès de Haydn lui-même, mais il y avait des copistes. Dans le contrat, il y avait marqué qu'il ne devait pas le faire copier, sa musique, mais il ne pouvait pas empêcher qu'elle fût copiée. Et donc, les éditeurs étaient à l'affût de tout ça et s'appropriaient, publiaient les œuvres de Haydn à Paris, sans même que lui-même en sache quelque chose. C'est dès 1764, donc très tôt, que des premières œuvres de Haydn ont été publiées à Paris, probablement sans que lui-même en sache rien. Et alors, quant au prince, n'est-ce pas, le prince, premièrement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas empêcher ça. Et deuxièmement, il s'est quand même rendu compte que partout où on parlait de Haydn, on parlait de lui aussi. Donc la gloire de Haydn a rejailli sur le prince, qui en était finalement très content. Et finalement, il faut dire aussi que le prince Esterházy, contrairement à d'autres patrons de l'époque, c'est quelqu'un qui aimait vraiment la musique. Parce qu'il y avait beaucoup de gens en Autriche à cette époque, de maisons princières, qui entretenaient un orchestre et tout ça, parce que ça faisait partie du prestige et du standing social. Chez les Esterházy, il y avait ça, évidemment, mais en plus, le prince aimait vraiment la musique. Donc l'article 4, finalement, n'est pas appliqué. Non, il est édité. Mais est-ce que cette situation, parce qu'il fait quand même partie du personnel, malgré tout, et, comme vous l'avez dit, il ne bouge pas. Alors, comment vit-il cette situation? Est-ce qu'on a des témoignages? Est-ce qu'on a des carnets? Très peu. Est-ce que pour lui, c'est un sujet de colère, de rébellion? Non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir des années 80, les Anglais ont voulu le faire venir à Londres. Il y a même eu... Alors, et dans la presse, il y a marqué « il ne peut pas parce que le prince l'empêche de partir » et c'est probablement vrai. Il y a même eu un article dans la presse anglaise, vers 1783... On dit qu'il est maltraité. On dit qu'il est maltraité. Oui, ça c'est un peu exagéré. Mais où on a suggéré de monter une expédition pour enlever Haydn et l'amener de force à Londres. Ça ne s'est pas fait, mais il y a quand même un journal anglais qui a dit ça. Cela dit, il a quand même des contraintes. Et je voudrais que vous nous parliez de quelque chose qui me semble très significatif, c'est la symphonie des adieux. Oui. Parce que c'est au fond, aujourd'hui on ferait la grève dans une telle situation. Oui. Et là, on ne fait pas la grève, on compose une symphonie. Il y a l'histoire célèbre, la symphonie des adieux, à la fin de laquelle tout le monde s'en va et il ne reste plus que deux malheureux violons sur la scène. Oui, mais pourquoi c'est un signe de protestation? Racontez-nous. Parce qu'il paraît que la saison à Esterházy n'en finissait pas et le prince empêchait les femmes et les familles des musiciens de venir à Esterházy. Il fallait qu'ils restent à Eisenstadt, sauf la famille de Haydn. Et il paraît que pour montrer que les gens en avaient assez, donc Haydn a composé cette symphonie. Il paraît que le prince a compris, il a dit, ça y est, ce soir on s'en va. Mais dernière chose, en 1779, Haydn a signé un nouveau contrat avec le prince. Qui est plus souple. Qui est beaucoup plus souple, et c'est un contrat beaucoup plus court. Et de la clause d'exclusivité, il n'est plus question dans ce contrat de 79. Et c'est justement l'époque où Haydn entre lui-même en rapport avec les éditeurs parisiens et londoniens et s'occupe lui-même de la diffusion de ses œuvres, entre autres parce que ça lui rapportait beaucoup d'argent. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que Marcel Marnat en pense. J'aimerais bien qu'on fasse un parallèle avec Mozart. Tout le monde connaît l'entrevue orageuse de Mozart avec le prince archevêque Colorado, qui reste célèbre. Mozart donne son congé, renonce à son salaire, se fait traiter de pouilleux, de polichinelle. Enfin, il prend la porte. Et Mozart, à 25 ans, devient un musicien indépendant. Estimez-vous que quelle est la situation la plus enviable? Qu'est-ce qui a pu favoriser l'œuvre de ces deux immenses génies?
la dépendance de Joseph Haydn, qui ne connaît aucun souci financier, ou la vie de ce musicien indépendant qui a quand même bien galéré. Je crois que quand on raisonne comme ça, excusez-moi Edith, on est victime d'une... C'est forcément succinct, bien sûr. D'une banalité que nous avons héritée du romantisme, à savoir que pour être un grand artiste, il faut être malheureux. Si on ne meurt pas de la tuberculose, si on n'est pas cocu ou je ne sais quoi, on ne peut rien écrire qui soit poignant. C'est évident que ça n'a aucun rapport, je fais une constatation. Si on écrivait de la musique malheureuse parce qu'on a été malheureux, la symphonie en question serait écrite en une demi-journée parce qu'on n'est pas malheureux pendant 3 semaines d'affilée. Il y a des moments où ça va un peu mieux, Dieu merci. Donc la symphonie, il faudrait qu'elle soit bouclée dans l'après-midi même. Donc cette théorie est tellement absurde on s'étonne qu'elle ait la vie si dure. Donc, je ne pense pas que les conditions de vie de Haydn d'un côté, de Mozart de l'autre, aient vraiment, comment dirais-je, modelé leur œuvre. Bien sûr, il y a peut-être un écho, mais c'est un écho qui ne relève pas des conditions dans lesquelles ils vivaient, mais de leur tempérament. Ce ne sont pas du tout c'est pas du tout le même type d'homme. Il est évident que Haydn est un esprit clair, précis. J'ai souvent comparé à Diderot, qui veut tout savoir et qui est soucieux de faire une espèce de synthèse par son art à lui, qui est la musique. Mozart, c'est tout à fait autre chose. Mozart, il y a déjà un souci d'individualisme qui existe chez Haydn forcément, mais qui ne s'exprime pas au premier plan comme il le fera chez Mozart de plus en plus. Par conséquent, que Mozart ait envie de s'évader, c'est forcé, surtout avec... Il faut voir aussi que Colloredo, c'était pas Esterhazy. Esterhazy était éperdu d'admiration pour Haydn, il ne faut pas en douter. Alors qu'avec Colloredo, c'était vraiment un prince, comme celui qu'évoquait Marc tout à l'heure, à savoir qu'il faisait de la musique parce que ça fait bien, mais au fond, c'est fiché complètement. Il ne se rendait pas compte du génie de Mozart. Alors que Nicolas Esterhazy, Nicolas le Magnifique, pour d'autres raisons, mais bon, tout de même, admirait son maître de chapelle et savait qu'il avait en face de lui quotidiennement un des plus grands hommes du siècle. Par conséquent, ça fait quand même un rapport bien différent. Et dans ces conditions-là, Haydn, comment dirais-je, d'une part ne pouvait que produire abondamment et de produire, je dirais, d'une manière positive, tonique, conquérante. Mozart, bien sûr, dans les conditions difficiles dans lesquelles il a vécu de plus en plus, a fait des quantités de musique qui ont une grande véhémence. Je pense une symphonie comme, pour prendre une œuvre de la fin, une symphonie comme la symphonie du Prague ou certains démarrages de concerto. C'est pas du tout quelqu'un de mélancolique. Il faut pas exagérer. Simplement, par moments, sa mélancolie s'épanche. Et c'est ce qui fascine notre intoxication romantique dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut pas exagérer cet aspect. Je crois que si Mozart avait eu beaucoup d'argent, il aurait fait la même musique. Tout simplement. Alors, la gloire de Haydn, Marc Vignal, vous avez parlé tout à l'heure de sa renommée, qui est une renommée européenne, on pourrait dire d'ailleurs mondiale. Il part à Londres en 1791, une première fois. Donc, on le laisse partir, plus exactement. Il peut partir parce que le prince est mort. C'est-à-dire, le prince meurt finalement dans les derniers mois que Haydn a passé à Esterházy. Il a quand même... Il y a des lettres de lui à une amie viennoise qui s'appelle Marianne von Gensinger, où il parle de sa solitude et de son désert. Donc à la longue, ça lui pesait d'être là. Et ça, c'est évident, mais le prince était là, il ne pouvait pas partir. Le prince meurt en 90, et son successeur, son fils et successeur, n'aiment pas spécialement la musique. Donc il licencie tout le monde. Il garde Haydn comme maître de chapelle, avec une pension assez importante pour le précis, apparemment. Oui, et puis parce qu'il ne pouvait pas le renvoyer, mais il lui dit en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est dans ce contexte qu'enfin, Haydn peut partir à Londres, où on l'attendait depuis une bonne dizaine d'années. Alors vous dites dans votre livre, c'est un général sans armée. Oui, parce qu'il fait toujours partie du personnel. Il est toujours maître de chapelle des Esterházy et il le restera jusqu'à sa mort. Oui. Mais là, sans aucune obligation, et donc il peut partir à Londres. Et là, donc, finalement, il est libéré et il est reçu, c'est extraordinaire, on pourrait parler d'ascenseur social, parce il est reçu comme un prince. Il arrive à Londres le 2 janvier
1891, et il y a une lettre qu'il envoie 8 jours plus tard à Marianne von Genzinger, où il raconte comment il est entré pour la première fois dans une salle de concert comme spectateur. Ce n'est pas là qu'il a dirigé. Et il dit, entre autres, les gens me regardaient comme une bête curieuse. Ça prouve que c'est comme si on voyait arriver, je ne sais pas, au fond de la salle, quelqu'un de très célèbre, et tout le monde... Voilà. Donc c'était quelqu'un qui avait un prestige énorme. Et en même temps, il est invité, j'ai noté, à l'anniversaire de la reine. Alors, et je cite un témoignage, Monsieur Haydn a fait son entrée dans la salle. Le prince de Galles, l'ayant aperçu, s'est incliné le premier devant lui, qui fait quand même partie du personnel d'un prince. Alors, ce qui prouve... Il y a un renversement des rôles. Ce qui prouve deux choses. C'est que l'Angleterre n'était pas l'Autriche, au point de vue des rapports sociaux. Et deuxièmement... le 19e siècle et sa déification de l'artiste n'étaient pas loin. N'est-ce pas? La déification de l'artiste, pensez à Beethoven, pensez à Wagner. Et moi, je pense que c'est Haydn le premier qui a bénéficié de ce statut en Angleterre. Et puis, quand il est rentré à Vienne. Si je me permets, vas-y. Il y a un point qui est très curieux, c'est qu'on le reconnaît. Ça veut dire que l'image, le visage de Haydn était connu. Ah ben, il y avait des portraits. Oui, mais c'était pas il n'y avait pas des portraits de on tout le monde. On me regardait comme une bête curieuse. Il n'y avait pas des portraits de tout le monde. C'était Haydn dont on connaissait le visage. Tout musicien qu'il était. Aussi. Vous imaginez, connaissez-vous le visage même d'Olivier Messiaen? Une différence, n'est-ce pas, qu'il y avait entre Vienne et Londres, c'est qu'à Vienne, à Londres, contrairement à Vienne, il y avait une presse importante qui rendait compte des concerts. Donc les articles dans la presse anglaise sur Haydn pendant son séjour étaient nombreux, très élogieux, et reflétait cette admiration qu'on avait pour lui. Tous ces concerts, il y avait des comptes rendus. Dans la presse anglaise, on disait chez qui Haydn avait été dîné. La presse anglaise a raconté un jour qu'on l'a vu à une représentation d'Hamlet de Shakespeare, quoi. À Vienne, c'était indispensable, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal, voire de contradictoire dans sa situation? Il est là, il est à Londres, il est fêté, il gagne de l'argent. Il compose des symphonies. Il propose des symphonies, tout va bien. Et il dit je suis très content d'être libéré, je suis quasiment indépendant, mais j'ai peur qu'on me renvoie. Oui, autrement dit, il veut rester au service du prince. C'est-à-dire qu'à la fin de 91, le prince Esterházy avait besoin de Haydn pour une grande cérémonie, je ne sais pas où. Et Haydn, il m'a demandé de revenir. Et Haydn a répondu, je m'excuse, je ne peux pas, je suis encore engagé pour la saison prochaine à Londres. Et il écrit à Marianne von Genzinger, j'attends mon renvoi, et en espérant que mon travail pourrait y remédier. Bien sûr, le prince n'a pas osé renvoyer Haydn, mais quand même. Il aurait eu l'heure de quoi s'il avait renvoyé. Mais oui, exactement. Exactement. Mais il était quand même officiellement toujours au service de la famille Esterházy. Jusqu'à sa mort. Il n'est pas rentré, et le prince Esterházy a été chercher quelqu'un d'autre pour la musique dont il avait besoin, qui a d'ailleurs provoqué une réaction en chaîne dont je ne parlerai pas ici. En gros, c'est pour ça que Mozart a composé la Clémence de Titus. Marcel Marnat, qui est Haydn? Papa Haydn, un homme sans histoire, un homme soutenu et inspiré par une foi intense? Un homme sans histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Haydn s'est marié très jeune, à quel âge? 28 ans. 28 ans. C'est pas très jeune. Il était amoureux de la fille du perruquier chez lequel il habitait. Il voulait la cadette. La cadette, on avait décidé qu'elle rentrerait dans les ordres. Et on lui a dit, tu épouses l'aîné. Comme Mozart. Exactement la même chose que Mozart. C'est à ça que je voulais en venir. Et donc, il se retrouve avec la sœur aînée, qui, pas de chance, était moche et était une virago. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. J'y étais pas. Non. Non, mais il n'y a aucun...
Elle, on l'a jamais Quand j'étais gosse, on me racontait que Madame Hein mettait déchirait les partitions de son mari pour mettre sur ses pots de confiture. Oui, ça je crois pas quand même. Bon, puisqu'on veut une image, en voilà une. Bon, il semble que Madame Hein, comment elle s'appelait déjà Maria Anna ou Anna Maria, ça me fait comme ça à l'époque. Était une femme impossible. Et je ne pense pas que ce soit le bonheur dans toute une vie, surtout que Hein n'était pas quelqu'un qui, a priori, avait envie de... Ils sont restés mariés 40 ans, ce qui était rare à l'époque. Ils n'avaient pas une envie folle de multiples aventures. On peut dire qu'ils sont restés mariés tout en étant relativement indépendants et en ayant chacun leur vie. Mais peut-être qu'on pourrait abandonner ce sujet. Là, je crois qu'on a tout dit sur la vie sentimentale de Joseph Haydn. Bon, je pense que sa foi a joué un rôle beaucoup plus important. C'est vous qui me l'avez toujours dit. En dehors de ce groupe épais, Hein faisait son métier. Il faut voir ça trivialement. Il n'était pas à se prendre la tête. Il avait une symphonie à faire pour la fin de la semaine. Il la faisait et puis c'est tout. Il n'y avait pas de... C'était pas... Les angoisses ne sont pas encore là. Les angoisses, c'est les romantiques 50 ans plus tard. Hein, ça ne fonctionne pas du tout, selon nos canons romantiques. Marcel Marnat, certes. Mais c'est vous qui m'avez parlé très souvent de l'influence, de l'importance, de la foi. Alors, ça, c'est un autre chapitre. Bon, c'est important. Là, oui, ça, c'est très curieux. Bon, le XVIIIe siècle, mettons qu'il commence avec le dictionnaire de Bayle, jusqu'au blasphème épouvantable, disons, du marquis de Sade, tout entier glisse vers l'athéisme, et un athéisme de plus en plus militant, féroce, virulent, argumenté, etc. Hein, c'est tout le contraire. Toute sa vie, il a eu la foi. Tout enfant, il ne l'a jamais perdu. Et non seulement il n'a pas perdu la foi, mais il a gardé cette espèce de foi du charbonnier, dirions-nous en France, c'est-à-dire sans problème, sans question, c'est ça, et il n'y a pas à discuter. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il, lui, qui était curieux quand même de ce qui se disait, je ne sais pas s'il lisait beaucoup, mais il écoutait ce que des gens extrêmement intelligents venaient raconter à Estoraz. Il n'a jamais été influencé ni par les mystiques à la Jacob Böhme au XVIIe siècle, ni même par un contemporain exact, à savoir Swedenborg en Suède, qui faisait tellement de tapage jusque dans les milieux que pouvaient fréquenter Hein, soit à Vienne, soit les gens qui venaient à Esterházy. Tout ça, ça ne l'a pas touché, ça n'a fait que le conforter dans une foi de plus en plus simple et stricte. Et cette foi lui donne une énergie formidable. C'est ce qui se traduit dans ces messes extraordinaires qui, ne pouvant plus se contenter du chant, mêlent le chant et la symphonie, et c'est ce que Marc appelle très bien des messes symphoniques. C'est une espèce de symphonie avec un chant incorporé, lequel chant n'est pas n'importe quel chant, c'est la liturgie. Et ça... Quand on me dit les messes de Hein, ça ressemble à de l'opéra, il y a bien d'autres messes, je ne citerai pas de nom, qui sont beaucoup plus opératiques que ça, même bien plus tard. Là, il y a une espèce de nécessité de faire quelque chose de monumental, je dirais presque de granitique, quelque chose un noyau dur au sein de sa musique qui rayonne sur tout le reste. Ce n'est pas comme Bach. Sa musique n'est pas tout entière comment dirais-je, imprégnée par la foi, elle est marginale, elle l'illustre, mais elle n'y est pas soumise. Mais quand Hein veut faire une messe ou la création, ou même les saisons, il n'y a pas de doute qu'il y a une espèce d'ampleur de vue qui vient de l'énergie naturelle qui était la sienne, mais aussi de cette adhésion totale à la foi, je précise, catholique. Il ne reste que quelques minutes. Je pense qu'un sujet qui est important, qu'on n'a pas abordé, c'est l'importance de son œuvre. En gros, il faut quand même dire qu'il y a 1100 œuvres recensées, 160 trios pour baryton, 68 quatuors, des œuvres pour cordes et vent, 104 symphonies, des concertos pour violon, piano, trompette, violoncelle, sonate. Bon, Marc Vignal écrit « On ne trouve pas deux œuvres faisant double emploi. On s'aperçoit que l'héritage de Haydn est de qualité plus égale que celui de Mozart, et sans doute, étant donné sa longévité, plus diverse. » Alors, quelle est la place de l'œuvre de ce créateur face à ses grands contemporains? Je pense que ça peut être quasiment la conclusion, puisqu'il nous reste peu de minutes, et on donne la parole successivement à Marcel et à Marc. Si je voulais dire en deux mots, quelle est
la synthèse opérée par Haydn, je crois que, je reprends les termes de tout à l'heure, il y a à la fois la foi et l'énergie. Ce sont des choses qui ont l'air un peu antagonistes. Une énergie presque sportive. Et il y a une noblesse naturelle qui pourrait être austère et qui est tempérée par une grâce, alors pour le coup mozartienne, c'est la grâce du 18e. Il ne faut pas accabler l'auditeur, il faut que l'auditeur ait fait tout un parcours et qu'à la fin de la symphonie, du quatuor, etc., soit comme libéré de l'emprise du créateur et soit, je dirais, dispo. Mais dispo pour une perception beaucoup plus large de la vie qui l'entoure. Et c'est à cet aspect, je dirais presque moral de l'œuvre de Haydn qui me paraît fondamental. Ce que vous venez de dire sur que l'auditeur soit dispo, c'est finalement comme ça que Goethe définissait le classicisme. Ça laisse une part de choix et de réponse à l'auditeur qui n'est pas accablé par un message avec un grand thème. Didier, vous posez la dernière question, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ce sera est-ce que, au fond, la situation de Haydn, tout serviteur qu'il fut, n'est pas une situation qui est meilleure que celle d'un compositeur d'aujourd'hui? Parce qu'un compositeur d'aujourd'hui dépend des subventions, dépend des commandes. Lui aussi, il arrive qu'il soit en résidence, comme Haydn. On l'accueille, on le paie pour qu'il écrive des œuvres à la commande. Alors, au fond, est-ce que Haydn n'était pas un grand privilégié? Oui, non, mais c'est difficile effectivement de comparer la situation d'un compositeur de la seconde moitié du XVIIIe siècle à un compositeur actuel, mais il y a quand même beaucoup de points communs à condition qu'on fasse la transposition nécessaire. Bien sûr. On dit toujours que c'est des gens qui composaient sur commande. C'est vrai, Mozart n'a jamais écrit une note qui n'était pas mais les temps sont de commande. Changé. Mais actuellement aussi, quand on lit la biographie d'un compositeur actuel, il y a toujours à un moment donné un paragraphe qui s'intitule « Et les commandes affluent ». Il devient célèbre et les commandes affluent. Un compositeur actuel dépend aussi beaucoup de commandes. Avec une différence, c'est que Haydn, lui, avait son public. Un compositeur d'aujourd'hui, parfois, a du mal à trouver le sien. Oui, il avait son public. Parce que finalement, quel public? Quand il était à Esterházy, c'était quand même un public limité. Mais il avait le public, que lui apportaient les éditions, etc., et les concerts qu'on faisait ailleurs. Quand il a composé des symphonies pour Paris, c'est pas seulement parce qu'on éditait sa musique à Paris, c'est parce qu'on jouait ses symphonies au concert spirituel. Et quand il était allé à Londres, pour la première fois, il s'est trouvé en contact direct avec ce public anonyme et qui, jusque-là, était resté lointain. Et à Londres, on bisse certains mouvements de ses œuvres. De quoi faire rêver un compositeur d'aujourd'hui. Oui. Il le même lui-même dans son journal, parce qu'à Londres, il a tenu un journal très intéressant, parce que c'est un journal qui ne s'occupe pas seulement de musique, mais qui voit Haydn confronté à tout un tas d'aspects de la vie londonienne, d'aspects politiques, d'aspects industriels, et il met quelquefois tel jour, telle symphonie, tel mouvement a été bissé. Marcel Marlin, votre sentiment, vous estimez que Haydn, aujourd'hui, on est plus ou moins libre, plus ou moins serviteur qu'un compositeur contemporain, que Haydn était en son temps peut-être plus libre qu'un compositeur d'aujourd'hui? Je crois qu'il était profondément libre dans la mesure où il savait que même s'il faisait un écart d'ordre compositionnel, etc. Dieu sait s'il en a fait. Et Dieu sait s'il en a fait. Il n'a pas arrêté d'en faire. Parce que justement, il savait que son maître, ça peut, le maître, ça a double sens. C'est le maître avec un martinet, et puis c'est aussi le maître qui dirige un génie vers un avenir encore plus radieux. Et je crois que c'était le cas d'Esterházy, parce que Esterházy a laissé faire, non seulement a laissé faire, mais l'a encouragé et a applaudi, je crois, pratiquement tout le temps. Et il a sans doute eu des œuvres où il a dit « Oh, ça, j'aime pas trop. » Bon, sur le millier d'œuvres qu'on évoquait tout à l'heure, statistiquement, il ne peut pas en être autrement. Et ça serait presque indécent. Il vaut mieux qu'il y ait des endroits où ça grince. Et Haydn a toujours été porté par
cet encouragement permanent que lui a apporté Esterházy. Oui. Autrement dit, ce qui devait contraindre le serviteur à stimuler le créateur. Je crois que cette notion n'existait pas vraiment au XVIIIe siècle. Je ne pense pas qu'il soit levé un matin en se disant, à partir d'aujourd'hui, je suis un grand créateur. Non, on ne voit pas ça nulle part dans Diderot, et pourtant, on ne voit pas ça nulle part dans Voltaire, on ne voit pas ça nulle part à l'orée d'aucune œuvre de Heine. Et ce que j'admire aussi beaucoup dans Heine, c'est que c'est ultra instructif et c'est jamais démonstratif. C'est naturel, c'est extrêmement complexe et ça vient tout seul comme une espèce de météore. Et ça, c'est unique. Bien, mais je crois qu'on vous remercie, Marcel Marnat, Marc Vignal, pour cet exposé et pour ces connaissances quasiment infinies que vous avez sur ce compositeur Joseph Haydn.